Nous, les humains, faisons la guerre depuis que nous existons, et nous sommes devenus assez bons dans ce domaine. Les règles d'engagement sont assez simples. Un camp engage le combat, l'autre camp riposte, puis le premier camp riposte à la riposte, et ainsi de suite, jusqu'à ce que quelqu'un soit à court de terre ou de balles, ou de lances, ou quoi que ce soit d'autre. Prenons l'exemple de la Seconde Guerre mondiale. D'un côté se trouvaient les Alliés, à savoir la Grande-Bretagne, l'Union soviétique et les États-Unis. De l'autre côté, les puissances de l'Axe, à savoir l'Allemagne, l'Italie et le Japon. C'est simple. Ou bien est-ce que c'était le cas? Car le 5 mai 1945, 3 jours seulement avant la fin des combats en Europe, s'est déroulée l'une des batailles les plus étranges de toute la guerre, au cours de laquelle l'Amérique s'est battue aux côtés de l'Allemagne contre, justement, l'Allemagne. Bizarre, comique et mortellement sérieuse à parts égales, la bataille du château d'Iter est l'une des péripéties de l'événement principal, un épisode généralement oublié lorsqu'on raconte la plus grande guerre de l'histoire, mais qui capture parfaitement l'horreur et l'absurdité de la bataille en un seul récit soigné. Comme tous les bons châteaux, celui du village d'Iter, en Autriche, a été construit sur une colline. Construit au XIIIe siècle, il était à l'origine une forteresse qui servait de base aux princes, aux comtes, aux évêques. Vous voyez le genre. Avant d'être gravement endommagé en 1526 pendant la guerre des paysans allemands. La structure a été reconstruite à la fin des années 1880, mais cette fois avec un usage nettement non militaire à l'esprit. Il a d'abord servi de résidence à un célèbre pianiste. Qui aurait cru qu'il y avait autant d'argent à gagner en chatouillant l'ivoire? Avant d'être transformé en hôtel au début du XXe siècle. Quelques décennies plus tard, il a été rebaptisé, cette fois en tant que prison de classe supérieure pour les prisonniers de guerre VIP. En 1938, l'Autriche a été officiellement déclarée partie intégrante du Troisième Reich au cours de ce que l'on appelle aujourd'hui l'Anschluss. Le château d'Iter devint alors la propriété des nazis et, au fil de la guerre, l'ancien hôtel devint un sous-camp du tristement célèbre camp de concentration de Dachau, situé à environ 120 km de là. En tant que château de luxe, Iter a été transformé en prison spéciale pour accueillir les Ehrenhäftlinge, ou détenus d'honneur, qui étaient en fait des prisonniers ayant une valeur particulière pour les nazis, pour une raison ou pour une autre. Il s'agissait notamment de membres éminents de la société allemande qui s'étaient brouillés avec le parti nazi, de personnalités politiques de premier plan issues de pays ennemis, et même de quelques vedettes du sport international. Même si très peu d'Ehrenhäftlinge ont survécu à la guerre, les conditions dans lesquelles ils étaient détenus étaient pour la plupart luxueuses par rapport aux pauvres âmes qui vivaient dans les camps de concentration. Ils ne portaient pas d'uniforme de prisonnier, n'étaient pas astreints au travail forcé et mangeaient la même nourriture que les soldats qui les surveillaient. Certains de ces prisonniers pouvaient même vivre avec leur mari ou leur femme et recevaient des rations équivalentes à 9 fois celles d'un Allemand ordinaire. Dans les derniers jours de la guerre, et c'est là que commence notre histoire, les 14 prisonniers détenus au château d'Iter étaient principalement des Français, parmi lesquels se trouvaient 2 anciens premiers ministres, 2 généraux, un champion de tennis et plusieurs membres de la résistance française. Ils formaient un groupe assez hétéroclite, mais ils étaient unis par leur situation inhabituelle. En effet, à ce stade de la guerre, il était devenu évident que les nazis n'allaient pas gagner. D'un côté, c'était une bonne nouvelle. Mais d'une certaine manière, cela ne faisait que rendre la situation plus dangereuse pour les prisonniers. Le camp principal de Dachau avait récemment été libéré par les troupes américaines et les gardes du château d'Iter avaient déserté peu de temps après. Cela signifiait que notre bande de prisonniers VIP était libre de partir. Mais c'était incroyablement risqué. Le Troisième Reich était peut-être en train de s'effondrer de manière spectaculaire, mais comme un animal blessé acculé au pied du mur, les Allemands devenaient chaque jour plus imprévisibles. Les environs du château regorgent de SS, qui ont reçu l'ordre de tuer tous les prisonniers qu'ils rencontrent. Les anciens détenus, aujourd'hui occupants du château d'Iter, sont donc pris au piège, et ce n'est qu'une question de temps avant que les SS n'arrivent pour tenter de les achever. N'ayant guère d'autre choix, les prisonniers se préparent à se défendre en prenant les armes laissées par leurs anciens geôliers. Mais il est clair qu'ils auront besoin de renforts s'ils veulent avoir une chance de survivre. Un plan a été élaboré à la hâte et confié à un homme à tout faire. Zvonimir Kukovic, un résistant yougoslave qui avait été amené au château pour effectuer quelques petits travaux,
fut envoyé à la recherche de renforts. Il se rend à Innsbruck où il repère une division de troupes américaines dirigée par le major John Cramer qui, ignorant les ordres de ses supérieurs, envoie immédiatement un contingent de soldats américains au château d'Iter. Mais le groupe est repoussé par de lourds bombardements et n'atteint jamais le château. Lorsqu'il est devenu évident que l'aide n'arrivait pas, les prisonniers du château ont envoyé un deuxième homme à la recherche d'aide, le chef tchèque et cuisinier de la prison, Andreas Krobot. Krobot s'est rendu à vélo jusqu'à la ville voisine de Wörgl, où il a pu entrer en contact avec des personnes prétendant faire partie de la résistance autrichienne. Je dis prétendant faire partie de la résistance autrichienne, car la première chose que ces hommes ont faite a été de livrer Krobot directement au major Joseph Gangl, commandant d'une unité de soldats de la Wehrmacht. En d'autres termes, l'un des hommes de main d'Hitler. Ou plutôt, l'un des anciens hommes de main d'Hitler. En effet, Gangl avait fait défection, emmenant avec lui 20 de ses anciens soldats de la Wehrmacht pour rejoindre la résistance autrichienne. Ces ex-nazis étaient occupés à défendre les habitants de Wörgl contre leurs anciens collègues, les SS, qui exécutaient arbitrairement tous ceux qu'ils considéraient comme des ennemis ou des déserteurs, ce qui, en l'occurrence, était le cas de presque tout le monde. Lorsque Gangl entend parler du sort des prisonniers enfermés dans le château, il accepte immédiatement de les aider. Avec seulement 20 hommes, Gangl savait qu'il ne pouvait pas espérer défendre les prisonniers d'Iter contre un assaut massif des SS. Il a donc utilisé ses relations avec la résistance pour entrer en contact avec un groupe de soldats américains qu'il savait stationner dans la ville voisine de Kufstein. Il y rencontre le capitaine Jack Lee, commandant d'un bataillon de chars de la 12e division blindée, qui accepte rapidement de participer à la mission de sauvetage. Lorsque les nouveaux défenseurs du château se présentèrent pour prendre leur service, ils formaient une équipe quelque peu hétéroclite. Le groupe de sauvetage du capitaine Lee ne comptait que 14 hommes et un seul char d'assaut, tandis que Gangl arrivait avec seulement 10 soldats, ayant perdu la moitié de ses hommes lors d'une escarmouche avec les SS en cours de route. Nous avons tous reçu des cadeaux de Noël ou d'anniversaire qui n'ont pas été à la hauteur de nos attentes, et je ne peux que supposer que les prisonniers du château d'Iter ont éprouvé les mêmes sentiments de gratitude mêlés à une grande déception à l'arrivée de ces renforts. D'un côté, c'était formidable d'avoir des soldats expérimentés pour mener la défense de la caste. D'autre part, 24 hommes et un seul char ne constituaient pas vraiment une force écrasante, et un assaut direct sur le château de la part d'une division SS lourdement armée poserait toujours un énorme problème. Ce qui est un peu dommage, car c'est exactement ce qui s'est passé par la suite. Sous la direction du capitaine Lee, le mélange improbable de soldats allemands et américains s'aligne aux côtés des prisonniers politiques du château d'Iter pour se préparer à l'attaque imminente. Ils n'ont pas eu à attendre longtemps. À l'aube du 5 mai 1945, environ 150 soldats de la Waffen-SS lancent un assaut brutal contre Kastel-Iter. Bien que les SS soient nettement plus nombreux que les défenseurs, ils ne s'attendaient pas à rencontrer une résistance aussi bien organisée et aussi énergique. Le château lui-même offre aux défenseurs un avantage tactique considérable. Cependant, les soldats de la Waffen-SS sont assez impitoyables, et nombre d'entre eux ont des années d'expérience dans l'art de la guerre. Surtout, ils sont bien mieux armés que leurs ennemis. Alors que les combats s'intensifient, les soldats nazis parviennent à faire exploser l'unique char des défenseurs grâce à des tirs d'artillerie bien placés. Ils réussissent également à couper les communications avec le château, mais pas avant que le major Gangl ne parvienne à appeler la résistance autrichienne à Wörgl pour demander des renforts. Ce sera le dernier acte de Gangl au cours de la bataille. Il sera tué peu après par un tireur d'élite ennemi, alors qu'il protégeait l'ancien Premier ministre français Paul Reynaud. La bataille fait rage, et les forces allemandes et américaines qui défendent le château commencent à manquer cruellement de munitions. C'est alors qu'un héros improbable se porte volontaire pour le service actif. L'ancien champion de tennis Jean Borotra, 3 fois vainqueur de Wimbledon, est apparemment un courageux fils de pute. Esquivant les volées de balles et chargeant le filet de soldats SS, le courageux volontaire réussit à s'échapper à pied du siège du château et, par chance, tomba sur le 142e régiment d'infanterie américain qui se trouvait à proximité. Borotra informe rapidement les commandants de l'unité de la gravité de la situation au château avant de demander un uniforme et de rejoindre les sauveteurs, qui partent immédiatement en mission pour atteindre Iter
avant que les défenseurs n'épuisent leurs munitions. Comme Gandalf au gouffre de Helm, la force de secours est arrivée juste à temps pour briser l'avancée des forces SS, dont une centaine ont été faites prisonnières. À partir de là, tout s'est déroulé très rapidement et en quelques heures, les prisonniers d'Iter ont pris le chemin du retour. Le capitaine Lee fut décoré de la Distinguished Service Cross pour son courage, et le major Gangle, le seul homme à mourir pendant la bataille, fut célébré comme un héros, son sacrifice étant commémoré par un monument et une rue de Wörgl qui porte encore son nom aujourd'hui. Après leur retour en France, certains des prisonniers libérés ont eu un impact considérable sur les politiques qui ont façonné leur pays dans les années d'après-guerre, de sorte qu'à certains égards, la bataille du château d'Iter a été un moment historique. Mais même sans ces grandes conséquences, il s'agit d'une histoire particulière qui mérite d'être rappelée, ne serait-ce que pour le courage de personnes qui ont regardé au-delà des drapeaux nationaux et se sont unies pour faire ce qui était juste.